comme je l'ai dit rapidement, vous le soulignez quasiment au milieu de la saison, attention, là vraiment il est le plus fort. Être pour moi le plus fort, c'est avancer, bombarder comme un malade, je vais prendre les termes qu'on emploie tout le temps, sans faire d'erreur. Et là, il était vraiment extraordinaire pendant toute cette saison, même s'il reste encore des Grands Prix. La deuxième chose que je veux dire à son propos, c'est qu'il faut avoir une équipe comme Red Bull Honda capable de transformer une voiture pour un pilote, mais il faut que quand même ce pilote sache déjà dire ce qu'il a envie, faire comprendre à ses ingénieurs ou à ceux qui vont modifier cette bulle au cours de la saison pour lui ce qu'il veut vraiment comme voiture, qu'est-ce qui n'allait pas au début, etc. Ça, c'est très compliqué quand même. Il faut être pas forcément un grand metteur au point, mais avoir quand même bien sa voiture dans la tête. Et moi, ça, c'est ça qui me stupéfie plus que le reste. Il a réussi à mettre non pas être le catalyseur de l'équipe Red Bull, ça on sait qu'il l'est, mais il a réussi à leur dire, voilà, c'est la voiture que je veux, et à chaque fois procéder par petites touches et modifs, etc., et arriver à ça. Et je trouve que là, il a été extrêmement fort. Je pense que son vrai titre de champion du monde, bien sûr que dans les annales, on dira que c'est le deuxième, c'est celui-là pour l'instant qui est le plus beau, et c'est son plus bel exploit, à mon avis, de toute sa carrière, même s'il a gagné plein de courses. Je trouve que là, il a été absolument formidable. Et en plus, ça se ressent parce que je trouve, au départ, je vous avais raconté cette anecdote, j'avais un ami qui faisait un documentaire sur lui à Canal et qui avait déroché absolument tous les sujets qu'il y avait eu sur Verstappen. Et il avait été à la moitié et il me disait c'est une tête à claque. Ben, ça l'est. Voilà. Et moi, j'adore les garçons qui ont su évoluer dans la vie. Je cite souvent en exemple Alain Prost qui était rien du tout et puis qui après est devenu une star parlant plusieurs langues, dînant à la table des rois et des présidents. Eh bien Max c'est pareil, il sait se transformer et je trouve que c'est ça, cette capacité, cette intelligence qui fait que il compte parmi les plus grands et donc d'où le champion du monde. Vous avez vu qu'à la fin de la course, tous les champions sont venus, hein. Hamilton, comment dirais-je, Vettel et naturellement Alonso, puisqu'ils sont maintenant dans ce club tous les deux, les doubles champions du monde. Déjà, mon premier coup de canon, ça sera pour la FIA. Il n'y a pas délit mineur ou pas mineur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est déjà se mettre soi-même dans la mouise. Non, on dépasse ou on dépasse pas. Voilà, quand vous avez la voiture, elle doit avoir, à hauteur d'aileron arrière, 1,79 m, c'est 1,79 m. C'est pas ni un 80, ni un 78. Il faut être comme ça. Et des gens en disant, ah bah tiens, il y a des délits, mais il y aura des délits mineurs. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire des délits mineurs? Ça veut rien dire du tout. Ils ont dépassé, ils ont dépassé. Alors, je pense que ce serait très très dur de, comment dirais-je, de dire à Verstappen, Max, on ne peut pas te laisser ton titre mondial parce que vraiment il l'a mérité. En revanche, les sanctions pour Red Bull, ça je pense que si j'étais Toto Wolff et si j'étais le patron également de Ferrari Mattia Binotto, je dirais, écoutez, vous êtes gentil, mais nous on a essayé de respecter, on a fait le maximum pour respecter et vous ne le faites pas. Mais tout ça, je reviens à la FIA, qu'est-ce que c'est qu'un délit mineur? On peut pas, c'est déjà se fiche soi-même les pieds dans la boue en disant ça dans la réglementation. Il n'y a pas de délit, il y a un délit ou il n'y a pas de délit. C'est tout. Les délits mineurs, c'est pour rigoler. Je veux dire, dans le domaine sportif et de la réglementation technique et la réglementation technique et sportive. Donc voilà, je pense que la première erreur, elle vient de là. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme sanction? Je ne sais même pas. Tout ça, ça va se discuter dans les jours à venir. Bien entendu que ça va négocier, mais permettez-moi de dire que pour l'instant, la FIA, elle n'est pas tout à fait en grande forme. Et je me demande si l'écurie d'un côté, Formula One Management de l'autre, ne sont pas en train, de ces deux entités, de discrètement prendre complètement le pouvoir sur une FIA qui est complètement débordée, parce que on va certainement parler de l'arrivée du Grand Prix, et on peut dire que là, ils ont été d'un bout à l'autre de la chaîne complètement débordés. Déjà, l'histoire du tracteur. Ça, franchement, il y a eu un exemple. Il n'a pas servi cet exemple-là avec le décès de notre ami Jules Bianchi. J'ai vu son papa au 50e du circuit à Dijon, parce que Jules avait fait des performances sur ce circuit. Voilà, ça n'a pas servi de leçon. Non.
Donc, c'est compté pour rien. Ils nous remettent, les Japonais, encore un tracteur. Et alors, j'en viens aux pénalités tout de suite. On est à Singapour. Ils mettent je ne sais pas combien de dizaines de minutes pour voir que Pérez était à plus de 10 longueurs de la voiture de sécurité et ça traîne et on ne sait pas la victoire de Pérez, etc., etc., etc. Donc c'est nul. Et puis là, tout d'un coup, Gasly dit mais c'est arrivé d'un coup, moi j'ai pas pu ralentir. Et bien sûr, heureusement qu'il n'a pas ralenti, parce que s'il avait ralenti, Gasly, il aurait été directement dans le tracteur, mettait un coup de frein sous la pluie avec des pneus qui ne sont pas très adaptés malgré tout. Tout le monde sait que chez Pirelli, les pneus pluie, ce n'est pas le fort de la maison, hein, okay, le point fort de la maison. Donc voilà, et on lui colle 20 secondes de pénalité tout de suite dans la seconde. Déjà, ça, c'est complètement dans l'affolement tout ça. Ensuite, les règles. Franchement, la règle de l'arrivée, même les équipes n'y croyaient pas, puisque j'ai déjà vécu ça. Hein, quand l'arrivée, le drapeau d'ami se trompe, les équipes disent non, continue, c'est pas fini, la vraie course, elle n'est pas finie. J'ai vu les gars ont continué à bombarder directement sous la piste avant de lâcher prise, se dire bon, elle est vraiment finie. Déjà, comment ça se fait qu'un événement comme un Grand Prix de Formule 1, alors bien sûr, vous allez me dire que ça s'est déjà passé, mais enfin, c'est pas la peine de donner encore un exemple comme ça, où est l'arrivée, qui est passé, quel est le tour. Et dernier point, l'attribution des points. Alors, donc, si je comprends bien, si comment dirais-je, la réglementation va jusqu'au bout, on arrête la course au drapeau rouge. Là, il y a distribution des points différentes, mais si la course repart, elle repart pour, allez, 5 tours, là, on donne plein d'attribution des points. C'est n'importe quoi, là encore. Franchement, ils donnent le bâton pour se faire battre à la FIA. Et naturellement, les écuries n'ont même pas besoin de discuter, ni la FOM, ni Formula One Management, pour dire mais regardez, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont incapables de diriger un Grand Prix. Voilà, c'est toujours ça. Alors moi, ça me stupéfie, ça me fait de la peine également, et j'ai envie de dire, faites revenir Jean Todt, qu'il mette un coup de pied dans cette fourmilière et qu'il rétablisse des choses normales, que les trucs soient spécifiés et qu'on n'ait pas affaire à des gens qui improvisent en permanence. Sur les Grands Prix de Formule 1, c'est un des sports les plus professionnels, peut-être même le plus professionnel de tous les sports, et voilà ce qu'on a comme un spectacle. Alors bien entendu, à l'arrivée, tout le monde se fait engueuler, les équipes sont mécontentes, et puis finalement, il y a le champion du monde qui est là, mais un petit champion du monde, vous vous rendez compte si d'un coup on avait pu dire ah, Verstappen champion du monde, formidable, voilà, l'année 2022 extraordinaire en Formule 1, Verstappen, non, là ça a été, attends, on n'est pas sûr, attends, oui je crois que, non, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, ça vaut zéro, et c'est la FIA qui est complètement responsable. Papa, c'est son surnom par les pilotes français. Et en réalité, c'est une fois de plus, c'est Jacques Laffite qui a trouvé ce surnom qui va comme un gant à Jackie Stewart. Parce que si on va dans l'histoire, Jackie, il a été celui qui a formé François Sauvaire. On a beaucoup parlé de François Sauvaire cet an dernier parce que le début octobre, c'est à la fois la date, la période de sa première victoire en F1, puis c'est la date de son accident mortel au Glen. Et donc, on parle toujours de François à cette époque de l'année dans le milieu de la Formule 1. Et donc, je pense que Jackie, ça a été effectivement notre professeur, notre papa à tous. C'est pour ça que le surnom est donné. Au départ, pour ce livre, je voulais raconter que l'histoire et des anecdotes avec des gens comme Jackie ou les autres. Et c'est l'éditeur qui m'a dit, mais non, tu dois aussi raconter avant comment tu es arrivé là. Parce que sinon, les gens vont dire, tiens, mais pourquoi il connaît tout ce monde-là, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc, j'ai raconté cette partie que je ne voulais pas appeler mes mémoires parce que je trouvais ça trop prétentieux. Mais bon, j'ai raconté cette histoire. Donc, papa, ben voilà, ça se passe comme ça. Dans le paddock, il y a beaucoup de gens qui appellent Jackie. Il est toujours très poli, très aimable. Jackie, il fait son boulot je veux dire, de représentant des grands sponsors de la Formule 1 impeccablement. Et puis il y a Jacques Laffite qui appelle papa et il se retourne parce qu'il sait très bien que c'est les Français et quelques autres pilotes qui l'appellent comme ça parce qu'il a été le premier professionnel, le vrai, avec des contrats, avec des exigences, avec l'envie de former les jeunes. Et voilà, donc notre papa à tous, Jackie Stewart, le grand, 3 fois champion du monde en 99 Grand Prix. Attention, il ne faut jamais l'oublier. Oui, ça a commencé aux essais. Ça a commencé aux essais.
Et je vais vous raconter une anecdote. Je vais pour tourner avec Canal à l'agence des PPI on devait tourner Monza. Alors, comme j'ai dit à mes amis de Canal, Monza, je peux vous raconter un livre. Donc, il faut quand même qu'on cerne le problème le plus rapidement possible, d'autant que vous me donnez que 3 minutes et demie. On a parlé du retour de Loda parce que moi, je n'étais pas encore en Formule 1, mais il y avait une course de Formule Renault Europe qui était à Monza. Et donc, j'étais envoyé pour couvrir cette course-là. Mais le paddock de cette époque-là, le retour de Niki, 76, ce n'était pas, comment dirais-je, c'était ouvert à tout le monde, c'est pas comme maintenant. Et donc, c'était le Bronx complet dans ce paddock, et quand Niki est arrivé, tout le monde s'est arrêté pour le regarder, parce que franchement, il arrivait de loin. Je veux dire qu'il arrivait même, comme je dis souvent, de l'autre côté du miroir pour revenir piloter en Formule 1. Il fallait quand même y aller. Je regarde les photos des premiers essais sous la pluie, et qu'est-ce que je vois? Loda avec le doigt levé comme ça. Il est au volant, il rentre sur sa lancée dans les stands et il a le doigt comme ça. Et avec ce doigt-là, Niki, il désignait, il n'y avait pas de radio à l'époque, il désignait les ingénieurs à qui il voulait parler. Toi, toi, toi. Donc, motoriste, réglage suspension avant, pneu, par exemple. C'était Niki. Et c'était sa manière tellement cartésienne d'enchaîner les essais, de mettre sa voiture au point, que le surnom lui est venu d'ordinateur, l'homme, c'est-à-dire qui calcule toujours, toujours, toujours. Et même d'ailleurs, les gens disaient, le paddock disait, heureusement qu'on n'a pas que des Niki Loda. Heureusement qu'on n'a pas des Niki Loda, pour ça, la F1 serait moins drôle. Heureusement qu'on a des Regazzoni, des Lafitte, etc., etc. Et bien, effectivement, voilà. C'est ça l'histoire de Niki Loda, l'ordinateur, il calculait tout. Et il a toujours été, je veux dire, avec cette approche quasiment scientifique et extrêmement cartésienne de tout ce qu'il a fait dans la vie, y compris la Formule 1. C'est 2005, c'est Kimi Räikkönen qui part de la 17e position sur la grille et qui gagne la course dans le dernier tour. Ça, à Suzuka, où ce n'est pas facile de dépasser, où il faut avoir une très bonne voiture et surtout pas froid aux yeux. Là, Kimi, il m'a vraiment étourdi, abasourdi, tellement il a été fort. Et cela au détriment, pas trop d'Alonso, mais de Fisichella, qui est battu dans le dernier tour, alors que les Renault étaient quand même d'excellentes voitures. Et voilà, et Kimi nous a réussi cet exploit absolument extraordinaire, dont lui seul était capable à ce point-là. Vous savez, vous m'avez parlé de mon livre, j'ai donné 2-3 endroits aussi où je trouvais des pilotes formidables. Senna à la piscine à Monaco, Kimi à Kops, et puis Alain Prost au Pouhon, à Spa-Francorchamps, le double gauche, plein badin où il y a un fil pour passer. Et voilà, j'ai toujours trouvé que ces gars-là, ils étaient assez forts dans ces endroits-là. Donc, Kimi au Japon, c'est le Grand Prix qui, pour moi, reste accroché à sa boutonnière. Incroyable, mais vrai, on est en pleine semaine, mais il y avait un monde de fous. Comme quoi, dans cette région-là, le souvenir des Grands Prix de France et du Grand Prix de Suisse, rappelez-vous, ne s'est pas éteint. Et d'ailleurs, le nombre de questions auxquelles on a tous répondu, on a même eu des séances d'autographes. Alors, Pescarolo, X, Merzario, Jean Ragnotti qui a conduit en Formule 1 parce qu'il en a essayé quelques-unes, qui j'oublie, René Arnoux, l'un des héros, c'est bien au Japon, après le Grand Prix de 1979, il y avait deux héros, il y avait Gilles Villeneuve, qui hélas nous a quittés pour le paradis des pilotes, et René Arnoux, et voilà, il était là. Et donc tous ces garçons, comme à moi, comme aux autres journalistes, les gens posaient la question, quand est-ce que la F1, ou comment la F1 pourrait revenir à Dijon? Il y avait une ambiance formidable, il y avait des très belles voitures, tous les fans pouvaient exposer leurs voitures, il y avait des Ruud Cortini, il y avait des JD, je suis sûr que une JD ça vous dit rien à vous, il y avait des Cadillac, il y avait des 300 SR, enfin des voitures formidables, des Ferrari évidemment, et il y avait tout un engouement du public pour voir les pilotes. C'est pour ça personne ne tournait, il n'y avait pas de voiture qui tournait, parce que comment vous pouvez contenir des milliers de spectateurs sans service d'ordre ni rien du tout? Non, c'était une journée pour se régaler dans le paddock et puis voir quelques héros comme voilà, Pesca ou X ou Merzario ou Agostini qui arrivait des motards aussi. Hein. Et dans les motards, il y avait Agostini et Rigal
Rigal, qui a été un champion de France, Agostini, je ne vous dis même pas ce qu'il était, les motards disent il y a deux époques, Ago et Rossi. Après le reste, on verra. Tout ça, c'est une ambiance formidable. Donc, pour revenir aux questions qu'on nous posait tout le temps, quand est-ce que, alors moi j'ai répondu, déjà il faut que des travaux, parce que pour l'instant en France, on a deux circuits gradués 1, et c'est ce qu'il faut pour la Formule 1 gradué 1, Paul Ricard et Manicourt. Il faut donc faire les travaux que Dijon nécessite pour devenir gradué 1. Deuxièmement, il faut beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Alors, je leur ai rappelé à chaque fois, je leur ai donné du courage en disant, moi, j'aimais bien l'histoire quand j'étais au lycée. Si mes souvenirs sont exacts, la Bourgogne était une région assez riche pour que Charles le Téméraire puisse se poser en rival du roi de France. Donc, vous avez ce qu'il faut. Maintenant, il faut payer un peu parce que, effectivement, la Formule 1, ce n'est pas gratuit. Voilà. J'ai essayé de leur redonner le moral comme ça. Mais je me suis vraiment régalé. Les gens étaient très gentils. Il y avait de quoi faire des choses très sympas, des tas de photos, des stands assez amusants, des commerciaux, mais tout ça dans la bonne humeur. Je pense qu'on doit vraiment remercier la famille Morisot, Yannick et puis sa fille Caroline, pour avoir organisé ça, parce que c'était vraiment un événement qui a compté, mais qui a compté même, je veux dire, dans les télévisions françaises, etc., etc. Et d'ailleurs, Canal fera certainement quelque chose dessus.